Bonjour à toutes et tous, ça y est, le 126e derby approche, ce sera ce dimanche à 20h45. L'AS Saint-Etienne recevra donc l'Olympique lyonnais. C'est une affiche très importante pour les Verts, bien évidemment, dans la course au maintien. Le derby, c'est toujours une affiche à part. Mais là, cette année, avec l'objectif de se maintenir, on sait qu'il ne reste plus que 5 matchs, donc il faut prendre le plus de points possible. Et dans ce derby, il va falloir prendre impérativement les 3 points. On attend tous ce match avec impatience. Vous avez pu le voir depuis le début de semaine sur la chaîne. Il y a une vidéo tous les jours. Et d'ailleurs, les 3 invités que vous voyez ici, vous les avez déjà vus en début de semaine. Donc je suis très heureux de les accueillir une nouvelle fois. C'est Kélian, Adrien et Mathis. Comment ça va les gars ? Ça va, Ouais, ça va, nickel. très heureux de vous retrouver pour faire une vidéo tous ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo à 4, donc ça fait plaisir. En tout cas, pour parler du derby, surtout, c'est un moment bien choisi de ta part. Ouais, c'est le match que l'on attend tous, donc je suis très content en tout cas de pouvoir en parler avec vous. On va faire l'avant-match comme d'habitude. Eric Orneland est passé en conférence de presse. J'ai pas pu l'écouter parce qu'elle n'est pas encore sortie quand je tourne cette vidéo, mais on a appris des potentiels absents à Saint-Etienne et ça peut faire très mal. Donc voilà, c'est parti pour l'avant-match de ce 126e derby. Bon, c'est une rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très attendue, qui se disputera dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera à guichet fermé. C'est officiel, même le parquage stéphanois, puisque les Lyonnais sont interdits de déplacement, le parquage de Saint-Etienne est ouvert aux Stéphanois. Donc il y aura très exactement 40 372 personnes. En tout cas, c'est le nombre de places qui ont été vendues. Donc, Geoffroy Guichard va dépasser pour la première fois depuis 3 ans la barre des 40 000 supporters. La dernière fois, c'était contre l'Olympique de Marseille, il y a 3 ans en Ligue 1. C'était déjà lors d'un mois d'avril. On n'en garde pas forcément un très bon souvenir au niveau du score, mais il y avait déjà beaucoup de monde à Geoffroy Guichard. Un match qui sera arbitré par Monsieur François Le Texier. C'est pareil, je pense que dans la tête des Stéphanois, Monsieur Le Texier, c'est pas forcément un bon souvenir pour nous avec cette grosse défaite quand on est descendu en Ligue 2 contre le Havre. Mais cette saison, il nous a arbitré 2 fois et on n'a pas beaucoup gagné cette saison. 2 victoires et pourtant c'était lui aussi sifflé contre Lille en début de saison, victoire 1-0. Et cette victoire à l'extérieur contre Montpellier avec le match qui était interrompu à l'heure de jeu, c'était déjà François Le Texier au sifflet. Bon les gars, 40 000 supporters attendus dans le chaudron, c'est fou quand même Adrien. Oui, c'est fou, mais j'ai envie de dire c'est logique. Il y a une forme vraiment de logique là-dessus, parce que à Geoffroy Guichard, il y a toujours une très belle ambiance, toujours une très belle influence, même si les places sont un peu plus chères cette saison. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et s'il y a bien des personnes qui sont irréprochables à Saint-Etienne depuis toujours, ce sont les supporters. Ils seront toujours là, quoi qu'il arrive, et on sera toujours là, puisque c'est ce qui fait la force du peuple vert en fait. Chaque année, ceux qui vont dans le stade nous impressionnent à chaque fois. Du moins aussi, bien sûr, les Magic Fans et les Green Angels. C'est vraiment un plaisir de voir ça chaque année, surtout pour un derby. Franchement, il n'y a rien à dire sur eux, ils sont vraiment irréprochables. Ils ont beau tirer des fumigènes qui sont sanctionnés par la Ligue, ils seront toujours là quoi qu'il arrive. Et franchement, cette ferveur-là, on peut en être fier en tant que supporter stéphanois. Ouais, on peut en être fier et oui, c'est assez fou, 40 000 billets donc vendus très rapidement, même avant l'ouverture du grand public, parce que le parquage est arrivé après, mais ça aurait été tout vendu avant. Mathis, tu t'attendais toi à ce que ça se vende aussi vite, toutes ces places ? Bah évidemment, hein, c'est le derby, ça bougera jamais, toutes les places sont vendues super vite. Euh, Normal, les abonnés, ils ont déjà tout pris, je crois quasiment. Il restait quelques places pour ceux qui avaient l'abonnement pas premium, mais Si, c'est ça, ouais, c'est ça, Frenium. ouais, l'abonnement premium, voilà, pour acheter les places plus vite. Mais bah, c'est quand même toujours cool. Après, c'est un match où on s'attend toujours à ce qu'il y ait du monde. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a du monde aussi sur les autres matchs parce que j'ai pas forcément souvenir qu'un match sans tribune fermée ait fait moins de 30 000 supporters. Il y en a peut-être eu un ou deux, mais franchement très très peu. Donc c'est une très belle affluence pour un 17e de Ligue 1, quoi. Faut bien le rappeler. Et puis en plus, on se prend quand même des sacrés raclés. Donc les supporters, ils auraient très bien pu abandonner au compte-gouttes petit à petit. Ça n'a pas été le cas et c'est très bien. Et donc là, pour le derby, match à guichet fermé, le premier de la saison.
Donc franchement, ça va faire super plaisir. Ça fait plaisir, c'est exact. On est déjà jamais descendu, je crois, non plus en dessous des 30 000, où vraiment on a flirté avec quand il y avait les 4 tribunes ouvertes. Quand il n'y avait pas les 4 tribunes ouvertes, c'est autre chose, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une affluence extraordinaire. Kélian, tu penses que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans ce derby? Bien sûr. Déjà, sans que ça soit un derby, le peuple vert est connu pour l'ambiance, hein. Il y a une grande majorité de supporters qui viennent de loin pour l'ambiance, qui viennent découvrir ça pour la première fois, peut-être ou non. Et voilà, mais la balle est dans le camp des joueurs maintenant. Guichet fermé, certes c'est le premier de la saison, vous l'avez rappelé, mais surtout, c'est la première fois que je vois ça, moi, que le parquage visiteur soit ouvert à la billetterie. C'est arrivé que très peu de fois. Il me Contre semble, Concarneau l'année ces dernière. dernières années, si je ne me trompe pas. Je m'en souviens, oui. Pour les 90 ans. C'est la deuxième Ouais. fois, si je me trompe pas de mémoire. Donc voilà, il y a tout qui est réuni pour que la fête soit belle. Les joueurs sont capables parce qu'on a l'équipe, on a l'attaque surtout, on a le public pour se maintenir et ça va se passer dès dimanche. Et je vais le dire encore une fois, mais Léo Petro, vous allez voir le match qu'il va faire. Et ben on attend, en tout cas, c'est l'esprit stéphanois. On attend que Léo Petro montre un beau visage, comme toute l'équipe stéphanoise, malgré les quelques lacunes, même les très grosses lacunes qu'on peut voir dans notre effectif. Et j'étais plutôt content avant de faire cet avant-match, plutôt enthousiaste. Je me disais, c'est bien, Lyon a joué un match contre United, ça a duré très très longtemps, on y reviendra tout à l'heure. En plus, le groupe stéphanois va pas y avoir vraiment d'absents. Bon, il y a Masson qui est suspendu, il y a Augustin Boaké, on sait que c'est fini la saison pour lui. Donc je me disais, voilà, 2 absents potentiels à Saint-Etienne. Et malheureusement, là, juste avant qu'on commence cet avant-match, Eric Orneland est passé devant les médias et je vous lis ce qu'il a dit, c'était sur le site de Saint-Etienne. Benjamin Bouchouari sera absent pour ce derby, il a un problème au dos. Malheureusement, dans le pire des cas, il pourrait être forfait jusqu'à l'issue de cette saison. J'ai d'abord créé une blague en lisant ça et puis après j'ai vu que non, c'était vraiment le compte Twitter de Saint-Etienne. Ça fait quand même une sacrée absence pour les Verts, hein, Adrien? Oui, c'est une sacrée absence. Franchement, c'est un peu un coup de massue là, qui tombe sur notre tête, puisque c'est Bouchouari fait partie de l'un de nos rares bons joueurs, enfin du moins sur cette saison. C'est notre milieu de poche, voilà, c'est un milieu hyper technique, le seul au milieu quasiment qui est créateur, qui arrive à créer du danger, même s'il a encore du mal à être décisif, on va dire, dans les derniers mètres. Il est trop important pour nous. Et oui, c'est l'un des seuls entre guillemets qui pouvait répondre présent techniquement au milieu lyonnais, voilà, face à Tolisso, Matic, etc. Et de ne pas avoir Bouchouari pour ce style de match-là, c'est quand même une absence très importante. Surtout que, ouais, apparemment, c'est jusqu'à la fin de saison, mal au dos. Potentiellement, hein, c'est pas encore fait, mais ouais. Ouais, c'est pas sûr, mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle, car pour moi, dans l'ensemble de la saison, si on parle depuis le début de saison, enfin depuis que Dalloglio l'a titularisé sur son match contre Angers, où depuis il a plus quitté le 11 quasiment, à part quand il était suspendu, il a toujours répondu présent dans les matchs, il est de plus en plus régulier et je trouve ça dommage que... Enfin, c'est terrible en fait. Depuis le début de saison, on peut le dire, à niveau blessure, que ce soit Bouchouari ou un autre, on n'est quand même pas épargné du tout. Il y a toujours cette question de staff médical qui se pose, staff de préparation. On peut toujours se poser des questions là-dessus, puisque on voit des blessés quasiment chaque semaine. C'est quand même... voilà, personnellement, moi, je m'interroge là-dessus. Enfin, après, ça, c'est un autre sujet, mais ne pas avoir Bouchouari, surtout dans un derby, c'est quand même... ouais, c'est quand même un élément fort en moins, quoi. Exact, ouais, c'est un élément fort. Ouais. Après, Benjamin Bouchouari, c'est pas un joueur qui est tout le temps blessé pour le coup. Bon, ça arrivait malheureusement peut-être au pire Ouais, je des parle moments. pas que de Bouchouari. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, non, voilà. je suis d'accord. Mais je veux dire, une blessure, ça peut arriver aussi. Après, il y a des joueurs, c'est vrai, qui sont longtemps absents. On l'a vu notamment avec Wadji, et puis depuis des années, on le voit à Saint-Etienne. Et puis au niveau des absents, donc il y a Boaké, Masson suspendu, Bouchouari touché au niveau du dos. Il y a des incertains aussi, donc il y a toujours Pierre Cornu, il s'est pas trop entraîné cette semaine, il était touché à l'aine, il avait manqué le match, de toute façon il jouait plus, mais contre Brest il n'était pas dans le groupe. Et il y a 2 absents qui sont ajoutés, j'ai pu lire ça sur Evect, mais après, 2 incertains, pardon, c'est Irving Cardona et Lucas Tassin. Attention,
incertain. J'ai vu Cardona s'entraîner. Ce vendredi, Saint-Etienne a posté des photos sur son compte Twitter. Et je crois même que Lucas Tassin s'est aussi entraîné. C'est hier que ces deux joueurs-là ne s'étaient pas entraînés. Bon, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes du côté stéphanois. Ça te fait pas trop peur, Mathis ? Bah, évidemment, ça me fait peur parce que déjà qu'on n'a pas une équipe qui est faite pour rivaliser avec Lyon, si on est tout à fait honnête, hein, on peut se reposer que sur justement le public qui peut pousser les joueurs, sur le fait qu'ils soient un petit peu fatigués. Enfin voilà, faut se raccrocher à des choses. Si on parle de niveau pur, évidemment que Saint-Etienne devrait perdre face à Lyon. Donc si on a des absents en plus, qui plus est nos meilleurs joueurs qui sont pas là, c'est quand même assez regrettable. Après, j'ai bien envie de voir ce que donne le milieu sans Bouchoirie, parce que certes, il est très important et très intéressant Bouchoirie dans ses matchs, mais il a tendance vraiment à s'éteindre au fil des minutes. Il démarre le match assez fort, et à partir on va dire de la 50-55e, ça devient vraiment compliqué, on n'arrive plus à le trouver. Et même au niveau de la saison, je trouve qu'il est assez dégressif aussi. Je me souviens de ses matchs en première partie de saison, quand il a commencé à être titularisé, je le trouvais un peu meilleur que maintenant, même s'il est toujours intéressant parce que c'est lui qui arrive à parfois débloquer certaines situations. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, et quoi Bouchoirie, dans la conservation de balles, c'est quand même assez fort, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur les derniers matchs, on perd quand même pas beaucoup de ballons à ce niveau-là, donc ça, c'est quand même un bon point. Mais je trouve que Ekwa, depuis que Orneland est là, c'est pas le même joueur que Ouais, Olivier Deloglio. Ah oui, c'est entièrement d'accord. Il est d'une importance incroyable, même si on peut lui reprocher parfois sa nonchalance et tout. Même si parfois il peut faire une ou deux conneries par match, il est quand même très important dans le replacement, dans le calme, pour calmer l'équipe. Moi, je le trouve très fort là-dessus. En tout cas. C'est vrai, il y a certains joueurs Ouais. qui ont franchi des caps. On dit qu'avec Eric Arnoland, on ne prend pas de points, et puis c'est vrai. Hein, pour l'instant, c'est pas du tout bon. Mais quand on voit Pierre Ekwa, moi aussi, je reprochais beaucoup sa nonchalance. Je trouve qu'il est quand même moins depuis quelques temps. Et puis Lucas Tassin également, qui a explosé depuis l'arrivée d'Eric Arnoland, qui joue beaucoup plus. C'est vrai, mais il y a quand même certains joueurs qui s'en sortent un petit peu mieux. De ton côté, Kélian, l'absence de Bouchoirie, tu penses que, bon, c'est une mauvaise nouvelle, certes, mais est-ce que c'est vraiment une si mauvaise nouvelle que ça pour Saint-Etienne, ou est-ce qu'on est capable de s'adapter même sans Benjamin Bouchoirie ? Bah oui et non. Après, moi, je pars du principe que une équipe ne se fait pas sur un joueur, même si, comme vous l'avez dit, Ekwa et Bouchoirie, bah, ça permet de faire monter le bloc ou de provoquer des fautes intelligentes pour pouvoir casser le rythme de l'adversaire quand ils ont un temps fort. Mais c'est l'occasion à Emin Mouefek de se montrer, qui derniers matchs, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous de ce que j'attendais de lui personnellement. Donc c'est un match pour lui, c'est son moment pour se montrer sur cette fin de saison. Il nous reste quelques finales. Et c'est l'occasion aussi pour Louis Mouton, que j'ai trouvé plutôt intéressant un peu avant l'arrivée d'Orneland, rappelez-vous. Il n'avait pas fait des matchs si catastrophiques que ça. Moi, je pense que en tant que joker Mouton, ça peut être très intéressant. Il peut surtout nous dépanner. Donc, oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que on parle de Benjamin Bouchoirie, qui est un milieu relayeur qui nous permet de casser les lignes par moment, malgré sa nonchalance comme quoi, mais il est hyper important. Mais c'est l'occasion de Mouefek et de Mouton, surtout à Mouton, de se montrer et Mouefek de confirmer son statut qu'il avait de la saison dernière. C'est vrai, je parlais de joueurs qui montaient en puissance tout à l'heure. Et par contre, il y en a un qu'on ne voit plus trop, c'est Louis Mouton. Et peut-être que ce sera justement l'occasion pour lui de se remontrer en cette fin de saison. Et c'est à lui de montrer qu'il a aussi les capacités de jouer à Saint-Etienne. Parce que c'est un joueur qui a aujourd'hui, je crois, 22-23 ans. Donc ça y est, on commence vraiment à le regarder. Et son avenir va se dessiner dans les prochains mois aussi de son côté. Donc c'est à lui de se montrer. Et peut-être que cette fin de saison, tout comme Ayman Mouefek, qui malheureusement cette saison n'y arrive pas, c'est des joueurs qui vont devoir monter en puissance, se montrer, et ça va peut-être être l'occasion pour eux sur cette fin de saison. Mais encore une fois, Benjamin Bouchoirie, c'est pas fait, il n'est pas absent jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, pour que le coach stéphanois le dise en conférence de presse, c'est qu'il n'avait pas l'air très optimiste sur lui. Donc voilà pour le point sur les absents côté stéphanois. Maintenant, on va continuer comme d'habitude les avant-matchs. Du côté de l'Olympique lyonnais, donc... j'ai regardé un peu quel joueur peut être potentiellement absent. J'en ai pas vraiment trouvé du côté de Lyon, mis à part Ernest Nouama, qui est donc touché, atteint au niveau des ligaments croisés et qui a donc terminé sa saison. Je crois que ça fait à peu près 3-4 semaines qu'il était touché. Donc là, il est vraiment dans le début de sa phase de rééducation. Donc il ne sera pas présent contre Saint-Etienne. Et sinon, je n'ai pas vu vraiment d'absent.
Encore une fois, Lyon a joué 120 minutes hier. On a vu des joueurs, ça tiraille un petit peu, comme Ryan Cherki. Mais en tout cas, dans cette équipe lyonnaise, qui n'a pas vraiment d'absent potentiel, on sait que le danger peut venir partout. C'est quelque chose que vous craignez. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans cette équipe lyonnaise qu'est Lyon? Bah, c'est leur performance, je trouve qu'ils ont des joueurs qui rentrent souvent à l'intérieur, et ce qui fait plutôt déjouer les latéraux. Et puis après, bah, il y a un homme en forme hein, qui est Ryan Cherki en ce moment. Fait bien sûr, va falloir garder un œil sur lui. Mais voilà, ils ont des armes, on le sait. Ils jouent une qualification en Ligue des Champions pas pour rien. Ils ont encore fait, je trouve, ils ont plutôt fait un bon match à Old Trafford, même si en fin de prolongation, ils ont totalement craqué. Est-ce que la fatigue va intervenir sur ce derby? Je ne pense pas, parce que le derby, c'est des matchs à part, même si ça paraît compliqué. Mm. Mais moi, je pense tout simplement que ils vont défendre ensemble et ils vont attaquer ensemble, que ce soit du côté stéphanois ou du côté lyonnais. Et je pense que, en tant que spectateur, je pense qu'on va se régaler et qu'il va y avoir des buts. Et moi, il y a un homme qui m'a particulièrement bah, tapé à l'œil hier par rapport à son match. C'est un joueur qui est rentré, qui était blessé depuis quelques temps. C'est Malik Fofana. Je trouve qu'il a complètement changé le scénario de la rencontre en rentrant. Je crois que Lyon était en train de perdre à ce moment-là 2-0, hein, si je dis pas de bêtises. Et après, ils ont remonté. Ils ont tout remonté pour mener 4-2 et puis c'était fou quoi ce match. Mais c'est un joueur, franchement, on sent qu'il peut vraiment faire du mal à une défense. Certes, Manchester United n'est plus le Manchester United d'avant, mais quand je vois son entrée contre United, moi ça me fait un petit peu peur quand ça t'étienne. Je te vois rigoler, Mathis, je pense que t'as un peu du Ouais, même bah avis. oui. Bah, non, mais forcément, l'attaque lyonnaise face à la défense stéphanoise, normalement, c'est censé être un massacre. Après, voilà, hein, je vais dire, cette équipe de Lyon, elle me fait pas plus peur que ça, dans le sens où bah, c'est le quatrième de Ligue 1, on s'attend à jouer le quatrième de Ligue 1, quoi. C'est comme quand on a joué Nice qui était quatrième, on s'est pris 8-0, bah voilà, on a pris 8-0 parce qu'on jouait le quatrième de Ligue 1. Donc en soi, elle me fait pas beaucoup plus peur, cette équipe, que les autres équipes de Ligue 1. Ils ont des bons talents, mais voilà, de toute façon, faut pas avoir peur de cette équipe. Faut y aller en voulant gagner, en voulant les manger, en voulant être méchant avec eux. Il y a même pas même s'ils se prennent des cartons jaunes, les Stéphanois, bon, après, ça conditionne un peu le match et on sait que le Texier il a le rouge facile, donc il faudrait peut-être plutôt éviter. Mais faut être méchant avec eux, faut pas lésiner dans les duels, faut leur faire peur, faut leur casser un peu les côtes. Enfin, ouais, c'est une image, quoi, Ouais, mais faut y aller, quoi. Faut rentrer dans le match tout de suite et faut pas en avoir peur, justement. Donc, pour impulser les joueurs vers cette dynamique de pensée, bah, j'ai pas peur de Lyon. Faut pas avoir peur de Lyon. Et c'est vrai que tu vas un peu dans le sens de ce qu'avait dit le capot des Magic Fans. J'avais écouté le discours après le match contre Brest où il disait faut leur casser les jambes. Bon, bien sûr, c'était une image aussi qu'il avait utilisée. Ouais, voilà, je sais que évidemment. ça peut en choquer un peu certains, mais voilà, faut aussi avoir des mots forts des fois. Et le fait de casser les jambes, de mettre l'impact, d'avoir un peu de méchanceté, c'est peut-être la clé du match. T'en penses quoi, Adrien? Ça va être vraiment cette clé, mettre l'impact dès le début de la rencontre? de toute façon, contre un Lyon comme ça qui est en forme, puis même dans un derby, évidemment qu'il faudra mettre un impact important d'entrée de jeu, il faudra remporter les premiers duels, il faudra pas avoir peur, ça c'est sûr, parce que dans un derby, il ne faut pas avoir peur, il faut jouer avec les tripes, avec le cœur, comme si tu jouais les matchs de ta vie, hein, c'est ce que je disais l'autre fois dans la vidéo spéciale cette semaine, faut vraiment pas avoir peur, ne pas avoir la boule au ventre, et voilà, et jouer tous les duels à fond. Bon, après, s'il y a des cartons jaunes, ça fait partie du match, éviter donc de pas, enfin, faut éviter quand même de ne pas se prendre faut pas se prendre de carton rouge non plus, mais voilà, faut vraiment montrer à cette équipe lyonnaise que il n'y a pas qu'une équipe sur le terrain, il y en aura deux, et un derby, comme on dit, ça ne se joue pas, ça se gagne, et on a beau le jouer, et peu importe la manière, si dans les duels on est bon, si on arrive à résister, moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein. Lyon, ils sont pas imprenables non plus, c'est une très belle équipe, c'est sûr, ils ont bien sûr une meilleure équipe que nous, mais on a déjà affronté des Lions meilleurs, on a déjà battu des Lions meilleurs, avec une meilleure équipe aussi de notre côté, je suis d'accord, mais pour moi, surtout leur défense, il y a vraiment des très belles choses à faire derrière, parce que moi, le match hier contre Manchester, honnêtement, si Lyon défend pareil contre nous, il y aura des espaces, ça c'est sûr. On aura des occasions aussi, il faudra en profiter pour marquer, parce que
La défense lyonnaise, c'est comment dire, c'est le poste qui me fait le moins peur à Lyon, très clairement, parce que leur attaque, c'est très fort, leur milieu, c'est très fort aussi, mais leur défense, c'est pas terrible. Ils ont un très bon gardien, mais ils ont une défense où il y a des failles, très clairement, et où il y aura des coups à jouer. Ouais, et il va falloir réussir à les jouer ces coups, c'est vrai, mettre de l'impact, donc bien emballer ce match. Toutefois, faire attention quand même, parce qu'on a des joueurs stéphanois qui sont sous la menace d'une suspension, je vous les affiche à l'écran. On a Ervin Cardona, il lui reste 4 matchs, donc quasiment jusqu'à la dernière journée du championnat. Maxime Bernauer jusqu'à la fin de la saison. Il y a également Benjamin Bouchouari, mais qui ne sera pas présent, qui lui aussi est sous la menace jusqu'à la fin. Et Aymen Mouefek, je crois aussi, qui est sous la menace jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà, 4 joueurs stéphanois, 3 puisqu'il n'y a pas Bouchouari, qui vont devoir faire très attention. Je vous passe aussi la dynamique actuelle de l'OL. Donc comme je fais d'habitude dans mes avant-matchs, j'ai pas mis le match de Coupe d'Europe parce que je veux vraiment qu'on soit tous sur le même pied d'égalité en mettant que des matchs de Ligue 1 parce que voilà, je trouve que ça veut pas dire grand-chose sinon. Donc Lyon sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 victoires, une seule défaite. Cette défaite, c'était face à notre prochain adversaire, donc le Racing Club de Strasbourg. Les Lyonnais avaient perdu 4 buts à 2 là-bas. C'est souvent des matchs spectaculaires ces derniers temps du côté de Strasbourg. Donc leur coach Fonseca qui a l'habitude d'aligner un dispositif plutôt en 4-2-3-1 depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant, hein, cette équipe lyonnaise qui joue quasiment tout le temps dans ce dispositif. Pareil, la composition que je vous mets ici, c'est celle qui a été alignée contre l'AJ Auxerre. J'ai pas regardé le match de mon côté, mais apparemment, je sais pas si vous l'avez regardé, les Lyonnais ont fait un sacré match contre les Auxerrois. Il y a quelqu'un qui l'a regardé ou pas? Regardez. Ouais, oui, très très bon match. Franchement, impressionnant. Enfin, ouais. Ils ont Lacazette a beaucoup vendangé d'action. Honnêtement, ils auraient pu marquer 2-3 buts de plus sans problème. Ils ont vraiment dominé et puis il y a eu des sauvetages miraculeux du côté d'Auxerre. Le gardien a fait un très bon match, donc vraiment ils auraient pu gagner largement plus avec un score là beaucoup plus large. Ok, mais je crois qu'ils se sont quand même fait un petit peu peur parce qu'il me semble qu'Auxerre était revenu à 2-1 Ouais. et Lyon a marqué. Donc malgré tout, c'est là qu'aussi on peut parler de la défense lyonnaise, comme tu disais tout à l'heure, Adri. Des fois, elle n'est pas forcément. Et c'est simple, hein. C'est simple, hein. Lyon, très souvent, ils sont sauvés par leur attaque, hein, parce que si on regarde bien depuis le début de saison, Lyon, ils n'ont pas fait énormément de clean sheet, hein. J'aimerais bien avoir la stat de clean sheet de Lyon. Si tu l'as, Paul, je sais pas, mais franchement, ils n'ont pas fait énormément de clean sheet. Ils ont souvent été sauvés par leur gardien, parce que c'est quand même un très bon gardien, Perry, même s'ils ont une mauvaise défense. Et leur attaque, leur milieu créateur, et puis leur attaque, bien sûr, assez folle, enfin, qui sont quand même. Ils sont quand même très, très bons cette saison. Cherki, Mikotadze qui revient bien aussi, et puis Lacazette. Fofana, etc. Ouais. J'ai pas la stat au niveau des clean sheets, mais je peux te dire qu'au niveau de la défense, Lyon c'est la 9e défense de Ligue 1 avec 39 buts encaissés. Et au niveau de l'attaque, c'est vrai que c'est très fort au niveau de l'attaque. C'est 67 buts marqués, 3e meilleure attaque du championnat. Donc devant, ça doit être Paris et peut-être Marseille. Je sais plus qui est 2e, mais voilà, en tout cas, il y a quand même une très 9e défense. 9e défense pour un 4e, c'est pas non plus non. Incroyable, quoi. Ouais, mais ils misent vraiment sur leur attaque. Lacazette, par exemple, est à 12 buts. Cherki a 9 passes décisives. Et puis voilà, et on voit qu'il y a des joueurs un peu décisifs de tous les côtés, comme Malik Fofana qui revient très fort. Donc pour moi, c'est vraiment l'élément clé, celui qu'il faut se méfier. Et Lyon, j'avais relevé un truc aussi, c'est que c'est une équipe qui marque au moins 2 buts par match depuis le 26 janvier. Ils avaient fait 1-1 contre Nantes. Et depuis cette rencontre-là, je crois qu'il y a une rencontre d'Europa League juste après où ils font aussi le même score 1-1. Mais après, il n'y a jamais un match où ils n'ont pas mis au moins 2 buts. Donc depuis presque 3 mois, les Lyonnais mettent à chaque fois 2 buts durant la rencontre. Donc il faut s'attendre à beaucoup de buts. C'est ce que tu t'attends, toi, Kélian, un match assez fou avec déjà beaucoup de buts côté lyonnais, parce que comme j'ai pu le dire, c'est une équipe qui marque beaucoup et qui marque au moins 2 buts par match ces derniers temps. On a 2 bonnes attaques, que ce soit du côté lyonnais ou stéphanois. Et je trouve qu'on a plutôt une très bonne attaque pour une équipe qui joue quand même le maintien. Et puis après, la défense Saint-Étienne, je pense pas que j'ai besoin d'en parler. On sait tous comment aller. Et puis, puis Paul et puis Adrien l'ont très bien dit sur la défense de Lyon. Elle n'est pas irréprochable non plus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y aura des espaces, comme vous l'avez très bien dit tous ensemble. Il va falloir qu'ils les prennent. Et puis surtout, le point important, tu as parlé avec Adrien du début de match. Ça va surtout avoir un impact psychologique sur le match. Et c'est le plus important. Parce que si on rentre dedans dès les premières secondes de jeu, c'est pas le même match derrière. Donc c'est important de leur montrer, voilà, on est là, on a faim.
voilà, c'est comme leur casser de gens, comme a dit notre représentant et Mathis aussi. Mais il va falloir d'entrée de jeu leur montrer que si vous voulez nous gagner, il va falloir nous chercher. Ouais, Et si on rentre dès le début du match comme ça, en étant tout sans, parce qu'il a le carton rouge facile contre nous ou le penalty, on l'a vu en Champions League, sans aller dans l'excès, ça va rentrer dès les premières secondes. Tout va se jouer là-dessus pour moi. donc la Parce clé, que c'est un mental psychologique, c'est hyper important dans un derby. ouais, la clé, c'est vraiment, vraiment d'emballer le match pour toi. Et puis je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Parce que Lyon, qui a aussi des enjeux cette saison, hein, ils se sont fait éliminer de la Ligue Europa. Je vais revenir dans quelques secondes. Là, ils peuvent encore se qualifier en Ligue des Champions. C'est quasiment vital pour eux, hein. On sait qu'au niveau finance, c'est quand même assez compliqué pour cette équipe lyonnaise. Donc ils vont devoir tout faire pour aller chercher cette qualification. Ils sont pour l'instant 4e avec 51 points après une deuxième partie de saison qui est assez incroyable, hein. Ils sont seulement à un point de l'OM. J'ai pas regardé l'écart qu'il y avait il y a encore 3-4 mois, mais je pense qu'il y avait quand même un bel écart entre les deux formations et ça fait un peu comme l'année dernière. Lyon qui termine en boulet de canon. Quand même revenir sur ce match d'hier parce que c'est très important pour nous aussi. Déjà au match aller, Lyon, je crois, avait joué un match de Ligue Europa. Ça avait duré 90 minutes, hein, pas 120 minutes. Mais là, ils ont enchaîné 2 semaines consécutives. 2 matchs compliqués contre Manchester, hein. C'est pas facile de jouer contre Manchester, même si encore une fois c'est pas la même équipe qu'avant. Mais ils ont joué contre Manchester jeudi dernier, ils affrontent Auxerre le dimanche, ils affrontent Manchester jeudi, et ça va en 120 minutes, et il y a le derby dimanche. Donc c'est une équipe qui est passée par toutes les émotions hier, et ça s'est mal terminé pour eux. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est positif pour nous, même s'ils auront bien sûr un esprit de revanche. Mais dans tous les cas, ils auraient gagné, on aurait dit ils ont gagné, bon bah ils vont être sur leur dynamique, ça va être bon pour eux. Là, ils ont perdu, Ouais. ils ont un esprit de revanche. Bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas en leur faveur. Et puis surtout, ils ont pris un carton rouge, Corentin Tolisso qui en a pris un durant la seconde mi-temps. Donc les Lyonnais qui ont joué pendant près de 40 minutes à 10 contre 11. Et ça peut quand même jouer, surtout quand on voit la fin du match. Mathis, on a vu aussi des espaces dans le dos des Lyonnais, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment comme ça que la plupart des actions se sont faites. On a vu Cardona capable de marquer un beau but contre Brest avec une super passe, je crois, de Florian Tardieu dans le même style d'action qui a été fait hier. Ça peut vraiment être la clé pour Saint-Etienne, tu penses, le fait que Lyon ait joué un match très compliqué face à Manchester United et en plus s'est incliné à toute fin avec une fin de match folle. Bah, ça joue psychologiquement, hein, pour rebondir sur ce qu'a dit Kylian tout à l'heure. Évidemment, ça joue beaucoup et il faudra commencer le match fort, comme il l'a dit, pour justement, bah, déjà rien qu'emballer le stade. Si tout de suite tu montres que t'es là pour gagner, les supporters ils vont te pousser. Et quand les supporters ils sont 40 000 et qui te poussent, à mon avis, c'est pas le même match non plus. Et on peut aussi rappeler que on n'a pas eu de derby à Geoffroy Guichard depuis quand même maintenant 3 ans. Euh, et que la plupart des Lyonnais n'ont pas joué de derby encore à Geoffroy Guichard une seule fois. Il y a que C'est la vrai. Casette et Tolisso qui en ont déjà joué. À moindre mesure Mikotadze, parce que c'était sûrement qu'en jeune, il a jamais participé à de derby, si je dis pas de bêtises, à proprement parler, mais lui, il sait ce que c'est la rivalité avec Saint-Etienne quand même, voilà. Ouais, il l'a fait en jeune, quoi, Mais c'est tout. voilà, mais ils n'ont pas forcément l'expérience non plus. Nos joueurs l'ont pas forcément non plus, hein, on va pas se mentir. Je suis même pas sûr qu'il y ait un joueur qui ait démarré un derby dans l'effectif stéphanois. Peut-être Moefek, mais Moefek, ouais. Moefek a démarré déjà un Oui. derby? Mm. Ok, Nadé. ouais, je savais pas s'il était titulaire. Nadé aussi. Nadé aussi? Ouais, mais ils en ont joué quoi? Un, enfin voilà, c'est Oui, pas ouais, non plus voilà. des joueurs Oui, je d'expérience comprends ce que tu veux dire. fou. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme, c'est sûr. Mais... Voilà. Mais par contre, moi j'ai aucun doute que l'équipe va venir pour gagner parce que psychologiquement, mentalement, je trouve que pour une équipe qui se bat pour le maintien, on est assez fort parce que malgré le fait qu'on gagne pas, week-end après week-end, on voit pas non plus des joueurs qui lâchent quoi. On voit des joueurs qui essayent de se battre et je pense que psychologiquement, ils vont tout donner, ils vont s'y mettre, ils vont vraiment essayer de gagner, ils vont y aller pour taper quoi et ça c'est j'ai pas trop de doute là-dessus. Et pour revenir à ta question que tu parlais de la fatigue des Lyonnais, évidemment que ça joue un petit peu. Néanmoins, je suis pas sûr que ça soit un élément hyper déterminant dans un match comme un derby. Au contraire, je pense que l- la pression que les Lyonnais peuvent avoir avec le stade, avec l'intensité qu'on peut mettre en début de match, quelque chose qui peut beaucoup plus jouer que la fatigue, je pense. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr, ça peut carrément jouer, hein, dans ce contexte-là. J'en ai pas parlé tout à l'heure.
si on parle côté stéphanois, il y a l'entraînement qui est ouvert au public ce samedi. Il y avait 7000 places mises en vente en tribune en ripot inférieur. Ça a tout été pris d'assaut hein, en quelques heures. Je sais pas vraiment combien de temps, mais ça a vraiment été tout réservé rapidement. C'était gratuit, mais il fallait une réservation. J'imagine qu'il y aurait pu avoir énormément de monde à cet entraînement. Hein. Déjà 7000, c'est fou, mais s'ils avaient ouvert d'autres tribunes, bien sûr, je comprends tout à fait la décision parce que c'est de la sécurité après. Voilà, on peut pas faire comme ça, même si on aimerait tout, c'est que le club aurait aimé aussi que ce soit ouvert. Mais il y a vraiment un engouement très très fort à Saint-Etienne. On sait que ce match il est important pour nous. Hein. Je rappelle qu'on est 17e de Ligue 1 avec 24 points. On a 3 points de retard sur Le Havre qui a un calendrier très difficile. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Et puis 5 points de retard, 6 plutôt sur Reims parce qu'avec la différence de but ils sont bien meilleurs que nous. Ce qui est moins le cas du Havre maintenant, moins 30, moins 36. Donc limite, on peut quasiment à l'issue de ce derby, suivant ce qu'a fait Le Havre ce week-end, ne plus être... dans la zone de relégation et être barragiste. Bien évidemment, c'est que de la fiction. Et il y a très peu de chances que ça arrive, hein, je sais très bien. Mais ça peut être aussi une motivation pour les Stéphanois si jamais le Havre s'incline. Kélian, est-ce que tu es d'accord avec ça que il faut regarder vraiment le résultat du Havre avant d'entamer ce derby et se dire, je sais pas, imaginons le Havre perd 1-0, perd 3-0. Les gars, si on met 3 buts, on revient vraiment à hauteur du Havre. Déjà, gagner le derby, ce serait incroyable, mais ça peut vraiment être une motivation. Quel que soit le résultat du Havre, il faut gagner le derby. Donc, non, moi personnellement, je vais pas regarder le résultat du Havre parce que le week-end dernier, Reims a gagné. J'ai vu plein de supporters stéphanois qui parlaient, ouais, c'est la Ligue 2 tout de suite. Mais je voyais pas en quoi Reims, la victoire de Reims devait nous, 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 euh, nous faire baisser le moral, pardon, excusez-moi. Mais ils ont su le faire contre Brest. 3-3, puis Reims en un calendrier, bon, ils vont jouer Montpellier, mais ils ont un calendrier aussi, ils vont jouer tout, enfin, que ce soit Le Havre, Reims, Nantes, Angers, la plupart, même nous, ont un calendrier où chaque équipe va jouer quelque chose, et c'est ça c'est ça qui va être important, parce qu'il y aura pas d'équipes qui ont rien à jouer, et qui vont jouer sans avoir de pression, quoi. Donc, Non, tu te baserais pas forcément là-dessus. La semaine dernière, on a vu un match fou hein, à Geoffroy Guichard qui s'est terminé sur le score de 3 buts partout. À chaque fois, les Stéphanois ont été menés 1-0. Ils sont revenus à 1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, Adrien, de cette rencontre? C'est plutôt, encore une fois, la faiblesse défensive de Saint-Etienne, parce que, bon, je rappelle que c'est 67 buts encaissés. On est officiellement, d'ailleurs, la pire défense de Ligue 1 devant Montpellier avec 66. Au niveau de l'attaque, on disait que ça allait tout à l'heure. On est quand même qu'à 31 buts et 15e attaque de Ligue 1, donc on n'est pas si bien que ça, même si ça va mieux. C'est vrai que depuis quelques temps, et je trouve qu'on marque beaucoup plus, c'est peut-être plus le début de saison où on a pêché. Lucas Tassin, donc meilleur buteur, Zourico Davitashvili, meilleur passeur. Voilà. Pour revenir sur la question, Adrien, est-ce que tu penses que, qu'est-ce que tu retiens de ce match contre Brest? Plutôt la capacité des Stéphanois à revenir, l'état d'esprit, ou alors, encore une fois, la défense qui n'y arrive pas et qui à chaque fois encaisse des buts? Alors malheureusement, le match contre Brest, je n'ai pas pu le voir parce que j'étais pas disponible. Je n'ai pas pu voir non plus un replay parce que DAZN ne propose pas les matchs en rediffusion. Mais de ce que j'en ai entendu et voilà, de ce que j'ai vu à peu près, les quelques images que j'ai vues, les statistiques, c'est une équipe de Saint-Etienne en tout cas qui n'a pas lâché, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils sont revenus 3 fois au score quand même, ce qui prouve quand même que cette équipe-là ne lâche pas et a une belle force de caractère quand ils veulent jouer. Maintenant, bon, il y a bien sûr c'est toujours cette mauvaise défense, hein, 3 buts encaissés, dont 2 buts concédés sur coup de pied arrêté, c'est juste pas possible. Le point positif, c'est qu'on marque quand même sur 2 corners, ce qui est quand même assez rare. Mais on encaisse encore 2 buts sur coup de pied arrêté. Alors, je sais plus comment il s'appelle, l'Italien qui est venu qui a rejoint notre staff là au mois de janvier avec Orneland. On l'a recruté surtout pour justement bosser ses coups de pied arrêtés. Pour l'instant, j'en vois pas spécialement une grande amélioration, surtout sur le plan défensif. Sur le plan offensif, bon, c'était bien contre Brest, à voir si on continue comme ça. Mais vraiment, les coups de pied arrêtés, c'est. Alors déjà que notre défense, en tout point, est pas solide du tout. Les coups de pied arrêtés, c'est vraiment terrible, quoi, parce que depuis le début de saison, on a quand même concédé beaucoup de buts dans ce domaine-là. Ouais, donc ce qui me fait peur, bien sûr, pour ce derby, c'est la défense, hein, parce que contre Brest, même contre même une équipe brestoise qui est plus faible que Lyon,
même s'ils font quand même une saison très honorable, ils peuvent encore jouer la Coupe d'Europe, ils ont fait un très beau parcours en LDC. À genre que c'est très fort, mais c'est moins fort que Lacazette, donc tu te dis que ça fait peur quand même la défense, quoi. L'attaque, encore une fois, c'est une bonne attaque, mais voilà, je suis pas rassuré par cette défense, quoi. C'est sur le premier tir cadré en général, ou l'un des premiers tirs cadrés, ça fait but à chaque match, et ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est vraiment une chose à régler assez rapidement. Est-ce que ça va se régler d'ici la fin de saison? J'y crois pas trop parce que depuis le début de saison, on a toujours offert un but, au moins un, à l'adversaire l'adversaire qui a joué contre nous. Donc après, dans un derby, encore une fois, on sait pas, mais par rapport à ce que j'ai vu contre Brest sur le plan défensif, même si j'ai pas vu le match, ça me rassure pas du tout, quoi. Ouais, c'est vrai, de toute façon, ça traîne depuis la saison avance, puis on voit qu'on a toujours malheureusement ces erreurs défensives, hein, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou même dans le jeu. Tu disais au niveau offensif, ça va un petit peu mieux, c'est vrai, mais c'est surtout parce que je pense qu'il y a un joueur comme Cardona qui est arrivé, et puis il a cet instinct du buteur aussi, et qu'il est capable, ce qu'il met contre Brest, franchement, faut le faire, hein, les couper au premier poteau, Oui. et la mettre, elle est vraiment, vraiment pas facile, cette tête. Et du côté lyonnais, il y a notamment un joueur que j'ai vu frapper hier les corners et qui sait très bien les frapper, mais ça je ne l'ai pas appris hier, c'est Ryan Cherki. Donc ça fait quand même un peu peur quand on voit la faiblesse de la défense stéphanoise sur ses coups de pied arrêtés. J'espère qu'ils ont vraiment regardé déjà le match contre United et regardé les autres matchs lyonnais pour voir comment les coups de pied arrêtés étaient frappés, parce que c'est sûr, en tout cas, si on n'en prend pas un sur corner, il va y en avoir des corners déjà, et bah qu'à chaque fois on sera en danger là-dessus. On va déjà sûrement être très en danger durant le match, donc ce serait dommage en plus de concéder un coup de pied, un but pardon, sur coup de pied arrêté. Je vous affiche le calendrier de fin de saison de Saint-Etienne, et je vais afficher un petit peu tous ceux de nos concurrents. Donc il nous reste 5 rencontres, donc je rappelle qu'on reste sur un succès contre Brest, Lyon, Strasbourg, Monaco, Reims et Toulouse. Les gars, je vais vous poser une question très simple. Si on perd ce derby, est-ce que pour vous c'est la Ligue 2 ou ça dépendra déjà aussi des résultats des autres? Mathis? Non, bah, ça sera jamais la Ligue 2 tant que mathématiquement ça sera la Ligue 2. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on a des chances de se maintenir, on n'est pas en Ligue 2 et on continue à se battre. Et ça, je pense que les joueurs l'ont assez bien compris parce que franchement, il y a des matchs où ils auraient pu lâcher. Tu reviens au score contre Brest, tu te reprends un but, 1 minute après. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient lâché à ce moment-là. Et j'ai envie de dire, je te dis non parce que c'est leur job, ils sont payés pour ça quand même. Mais voilà, je veux dire, on a une équipe qui lâche pas et qui lâchera pas jusqu'au bout. Donc déjà, ça fait plaisir, même si bah, ça suffit pas toujours. Mais ça, c'est cool. Et non, tant qu'on n'est pas en Ligue 2 définitivement, il faut se battre pour gagner des points. Parce qu'on ne sait pas. Angers, ils peuvent s'écrouler et ne plus gagner un match. Le Havre, pareil, ils peuvent arriver à sauver un ou 4 points, ou 1 ou 3 points, un truc comme ça. Si on arrive à gagner 2 matchs, on les rattrape. Enfin voilà, ça peut jouer jusqu'au bout. Même les 2 derniers matchs, ça peut encore jouer sur Reims-Toulouse, où on a peut-être un peu plus de chances d'inquiéter ces équipes-là, qui ne joueront certainement plus rien, et qui, en plus, sont moins fortes que des équipes comme Monaco, Lyon, qui jouent en plus des places en compétition européenne. Donc non, moi je pense que c'est jamais fini et que de toute façon, on le sait très bien, le sprint final, la fin de saison, c'est toujours chiant de jouer des équipes qui cherchent le maintien. Donc je pense qu'on prendra des points, à voir combien nos concurrents nous en prennent, mais de toute façon, faut pas spécialement réfléchir à ça. Évidemment que ça rentre dans la balance, mais faut qu'on fasse le meilleur match possible à chaque match. Mais tant qu'on n'est pas en Ligue 2, on peut toujours se sauver. Je suis assez d'accord avec toi, j'ai fait exprès de poser la question comme ça parce que je sais que ça fait beaucoup réagir en ce moment. Je vois pas mal de choses, hein, que ce soit sur la chaîne, dans les commentaires ou sur les réseaux, comme quoi bon bah ça y est, on est en Ligue 2, et puis voilà, dès qu'il y a un résultat qui est un peu plus en notre faveur, hop, ça va faire basculer les choses. Et je suis sûr que même le fait que Lyon s'est incliné hier contre Manchester, ça a reboosté des personnes et ils se sont dit on n'est pas en Ligue 1, comme on n'est pas encore en Ligue 2, comme quoi ça peut tout changer, même si ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, mais ça n'a rien à voir du tout, hein. Mais c'est vraiment très émotionnel, donc je pense aussi qu'il va falloir de toute manière se battre jusqu'au bout. Les joueurs, c'est vrai, ils lâchent rien, ils l'ont compris au niveau de l'état d'esprit qu'il fallait être irréprochable, et ça c'est clairement pas quelque chose auquel on a leur reproché, en tout cas sur ce match contre Brest, hein, contre Lens, j'étais un petit peu moins optimiste là-dessus, mais contre Brest, à Geoffroy Guichard, ils se sont battus, ils sont revenus, on aurait même pu gagner à la fin, Brest aussi aurait pu gagner, mais ça s'est vraiment joué finalement sur quelques détails. Et quand on regarde aussi ouais, la barre, c'est ça, mais de leur côté ils l'ont tapé aussi la barre, je crois. Ah ouais, bien sûr. Donc
voilà, Mais bon, ça aurait pu tourner pour nous, quoi. ça aurait pu tourner pour nous, ça aurait pu tourner pour eux. Et ça change quand même pas mal de choses parce que être à 3 points du Havre ou être à 4 points, c'est pas la même chose. Hein, parce que c'est une victoire alors que Entièrement. si on était à 4, c'est une victoire plus un match nul, même plus parce qu'il y a la différence de but. On sait pas comment ce sera la fin de la saison. Donc malgré tout, ça a pas si mal tourné que ça pour nous face à cette équipe brestoise. Et quand on regarde les calendriers, là justement, j'affiche celui du Havre. Là, ils vont affronter le PSG. Je crois que le PSG va faire tourner. Hein. J'ai lu un peu ça. On sait qu'il y a la Ligue des Champions. Mais bon, ils ont quand même cet objectif de ne pas s'incliner jusqu'à la fin de la saison. Donc j'espère qu'ils vont jouer véritablement le jeu et puis qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent face à ces Havrais. Hein. On a vu Rennes qui l'a bien fait la semaine dernière en s'imposant 5-1. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là j'ai leur calendrier sous les yeux au Havrais. Donc je rappelle, ils ont 3 points de plus que nous. Paris, Monaco, Auxerre, Marseille, Strasbourg. C'est clairement le calendrier le plus difficile de cette fin de saison de Ligue 1. On parle beaucoup d'une autre. Mais quand on regarde celui du Havre, c'est quasiment toutes les équipes qui sont... c'est les 4 premières équipes du championnat plus Auxerre. Kélian, tu trouves aussi que c'est eux qui ont le calendrier le plus difficile ? Bah, tu l'as très bien dit qu'une équipe qui joue le maintien, ça peut être notamment du cas de Havre, hein, vu que c'est notre concurrent. C'est totalement chiant à jouer. On voit Marseille qui lâche des points. Donc le classement aussi ne veut strictement rien dire. De toute façon, le maintien va jouer jusqu'à Toulouse. Va jouer jusqu'à la dernière journée. On a vu Toulouse le faire à Angers. Pascal Duprat était l'entraîneur. On a vu Ronny Rodelin marquer au Parc des Princes. À Paris, il jouait le maintien. Et je sais plus si c'était sauvé, mais ça va jouer jusqu'à la fin. Donc oui, ils ont un calendrier compliqué, tout comme nous aussi. Mais ça va être à prendre en compte parce que j'ai l'impression que le Havre, ça va être plus d'équipes où sur le papier, ils vont pas partir du tout favoris. Ouais. Et puis, on est 18 clubs maintenant en Ligue 1, ça change quand même pas mal par rapport à avant. Et je trouve que cette année, il y a quand même encore beaucoup de clubs qui jouent, que ce soit des places européennes ou le maintien. Il n'y a pas véritablement d'équipes qui sont dans le ventre mou et qui ne jouent plus rien. Dans ces équipes-là, par exemple, il y a Auxerre, il y a Toulouse, mais il n'y en a pas véritablement tant que ça. Adri, je vais te poser une question plus générale. Le fait que Oui. le championnat soit passé à 18 clubs, est-ce que c'est pas plus mal pour ce suspense jusqu'à la fin de la saison et justement pour pas influencer la fin du championnat parce que là, quasiment toutes les équipes jouent encore quelque chose. Oui, c'est bien, ça laisse du suspense. Après, comme tu l'as dit, le prochain match, le Havre vont affronter le PSG. Donc même si on venait à perdre ce derby, ce que je ne souhaite pas, pour moi, bah, on n'est pas en Ligue 2 parce que comme l'a dit Mathis, mathématiquement, tant que c'est pas fait, on peut pas dire qu'on soit en Ligue 2. Encore, si on était dans la situation de Montpellier où on aurait 10 points de retard sur le Havre, oui, d'accord, là on peut se dire, ouais, c'est terminé. Mais on n'est pas dans cette situation-là. On sent que d'ailleurs que Montpellier, eux, dans leur tête, ils ont vraiment lâché pour le coup. Nous, c'est pas tellement le cas. C'est pas le cas. Même s'il y a certains matchs, on peut se poser des questions comme face à Lens, comme tu l'as dit, Paul. Mais voilà, même si on venait à perdre ce derby, le Havre, je ne les vois pas réaliser l'exploit au Parc des Princes. Paris, je ne les vois pas lâcher non plus. Hein. Ils l'ont déjà fait il y a quelques saisons de ça, quand ils étaient champions, de complètement lâcher. Mais ce n'est pas la mentalité de Luis Enrique, donc j'ai du mal à croire que le Havre, même avec une équipe bis du PSG, va réussir quelque chose au Parc des Princes. Et puis, comme tu l'as dit, le calendrier du Havre est très très difficile, peut-être encore plus difficile que le nôtre. Et pour le maintien, ça laisse un suspense tout entier. C'est sûr que c'est mieux quand il y a du suspense et que le championnat n'est pas joué en bas de tableau dès la 20e, je sais pas, je dis une bêtise, dès la 25e journée. Mais quand il y a notre équipe, notre club de cœur qui est inclus dedans, c'est quand même dur, quoi. C'est les montagnes russes, franchement, c'est très très compliqué à vivre, quoi. Quand ton club de cœur est dedans, dans cette situation-là du maintien, ouais, c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais, mentalement. c'est sûr. Bon, faut tenir et puis j'y crois encore pour le maintien, mine de rien, même si ça va être dur. Ouais, ça va être dur, mais il va falloir y croire jusqu'au bout, comme on l'a très bien dit. J'affiche rapidement les autres calendriers là qui défilent depuis tout à l'heure. J'ai laissé Nantes parce que Nantes, j'ai mis Angers, donc j'ai mis Nantes. Nantes compte 30 points. Et il faut bien aussi noter qu'ils ont un match de retard. Ils vont jouer, je crois, mardi ou mercredi, je sais plus, mardi ou mercredi contre le PSG. Donc ce match en retard qui a été décalé parce que les Parisiens avaient demandé à reporter avant d'affronter Aston Villa. Donc voilà les calendriers qui s'affichent. On voit que c'est très serré et encore une fois, ça peut changer. Après le derby, ça peut changer potentiellement jusqu'à la 34e journée. Il ne va pas falloir
laisser place au hasard et prendre le plus de points possible. Parce que des fois, on dit il y a 5-6 points d'écart, mais c'est vrai que ça peut aller très vite. Hein. Il en reste quand même 15 à distribuer. Il suffit d'une dynamique très négative comme l'a fait Angers auparavant et une dynamique un peu positive avec 2 succès consécutifs et on peut vite rattraper 6 points. Donc en tout cas, jusqu'à la fin de la saison, ça promet une fin de championnat passionnante et le fait qu'il y ait 18 clubs, ça rend ce championnat encore plus dur. J'aime bien quand il y a 20 clubs parce que ça fait plus de matchs, ça permet à plus d'équipes de s'exprimer. Mais c'est vrai que quand on resserre comme ça et qu'il n'y a plus que 18 clubs, c'est intéressant aussi pour le suspense jusqu'à la fin de la saison. On va arriver vers la fin de cet avant-match. J'ai vos compositions. Adrien, j'ai mis la tienne en première. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes choix? Donc je rappelle Gauthier Larsonneur dans les buts, Maxime Bernauer à droite, Petro à gauche, Nadé Batoumensika dans l'axe, Ekwa, Tardieu, Mouefek au milieu de terrain, David Ashvili Cardona et Stassin en attaque. Bien sûr, on a fait avec les potentiels absents, mais on n'a pas pris en compte Stassin et Cardona parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de chances qu'ils ratent ce derby. Vas-y Adri, je te laisse détailler un petit peu si tu veux. Déjà, je suis resté dans un 4-3-3 parce que je ne vois pas Eric Orneland changer son système, même si ça m'agace un petit peu pour être honnête. Mais bon, j'ai fait cette composition en fonction des choix d'Orneland et en fonction de moi aussi. Pourquoi Bernauer à droite? Parce que je suis vraiment pas fan de Denis Sapia. Et je trouve que Bernauer est le défenseur cette saison. Enfin, c'est le défenseur qui est le plus technique entre guillemets dans cette équipe. Je trouve que dans la relance, c'est pas le meilleur dans les duels. C'est pas le défenseur le plus costaud. Mais je trouve que techniquement, il a une bonne qualité de relance et le tester latéral droit ne me gênerait pas. Même si c'est dans un derby, même si c'est un test, j'ai bien envie de voir. Alors je dis pas que je suis fan de la saison de Batoumensika, mais je préfère voir Batoumensika plutôt que Apia personnellement. Après les autres choix, bah c'est des C'est du choix classique, classiques. ouais. Hein. Bah, je voulais mettre Bouchouari, mais Bouchouari est pas là. Donc j'ai mis Mouefek qui même s'il fait une saison compliquée. C'est pour être dans la continuité comme il a joué face à Brest, même s'il a très peu touché de ballon face à Brest, j'ai vu. C'est un joueur qui est formé au club, qui a connu des derbies en jeune, donc je trouve que cette importance, enfin il peut avoir cette importance-là d'avoir cette grinta comme il l'a souvent lors d'un derby, parce que c'est un joueur qui ne triche pas en général, même si cette saison on le sent un peu moins dedans, mais bon, j'ai envie de croire en mon effet lors d'un derby, j'ai envie de croire sur sa combativité. Et les autres choix, c'est vraiment du classique sur la continuité des autres matchs et le trio offensif, tu ne peux pas le bouger parce que c'est un trio offensif qui marche bien. David Ashvili reste sur une passe décisive, une passe décisive, même si c'est lui qui tire les 2 corners contre Brest. Cardona reste sur 2 buts, Stassin reste sur 1 but. Stassin qui a marqué 10 buts quand même, hein. On peut le souligner ça aussi rapidement. 10 buts pour une première saison en Ligue 1 à seulement 20 ans. Pour un gamin comme lui qui découvre le championnat, moi j'ai envie de dire respect, parce que quand on a vu son prix à 10 millions d'euros en arrivant chez nous, on pouvait se dire ça pouvait être un Diony bis, même si c'est pas du tout le même profil au final. Je voyais déjà des gens le critiquer sous Odo, ça m'avait fait rire ça d'ailleurs. Ça m'a fait rire quand j'ai vu des gens le critiquer sous Odo. Ouais, ça y est, on a le futur Diony. Et là, il est en train de vraiment de faire fermer des bouches. Et ça me fait plaisir parce que c'est un jeune, il faut lui laisser du temps, comme la plupart des joueurs qu'on a recrutés sous la data. Et Stassin, pardon, il progresse sous Orneland. Orneland, on peut lui reprocher des choses, mais il sait faire progresser des joueurs. Et c'est pour ça que j'ai gardé ce trio offensif-là et cette compo-là, parce que ça reste un 11 classique au final. Ouais, ça reste un 11 classique et de toute façon, je pense aussi que ça va pas forcément bouger devant. Et puis c'est vrai que Stassin qui progresse énormément et puis je suis content aussi parce que je faisais aussi partie de ceux qui le critiquaient un peu parce que j'aimais pas forcément ses performances en début de saison, mais il est vraiment monté en puissance et puis je remets pas en cause ce que j'ai dit en début de saison parce que je reste toujours sur ce que j'ai dit, j'aimais pas trop ce qu'il faisait, après c'était normal. Après, on peut le critiquer. Il faut les on peut le critiquer ouais. quoi, mais oui, voilà, non, mais pas, c'est pas de là à l'enterrer bien évidemment et là je suis content de le voir en tout cas progresser et aujourd'hui c'est peut-être le joueur titulaire de Saint-Etienne qu'on ne peut plus enlever, quoi. C'est peut-être le titulaire indiscutable s'il faut garder un joueur. Oui. Aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est Oui. Lucas Stassin et si on l'enlève, on voit pas qui on peut mettre à la place d'avant-centre. On voit par exemple Sissoko qui est maintenant plus du tout là, qui joue même plutôt avec la réserve. Donc
vraiment, sur le papier, Rick Horneland garde ce choix de Stassin. Donc tu as fait des choix défensifs. Malheureusement, c'est pas forcément des choix que l'on fait parce qu'on a 2 joueurs qui sont bons et on se dit on va mettre celui-là. Voilà, on essaye plutôt de composer avec les failles. Bernauer, on sait quand il est arrivé à Saint-Etienne qu'il était capable de jouer à droite. Il l'a pas trop fait, même dans ses précédents clubs, un petit peu, mais pas tant que ça. Mais bon, voilà, tu préfères mettre Bernauer à la place d'Apia, donc s'il remettrait Dilat Batubinsika. Donc c'est un choix qui est tout à fait compréhensible. Toi, tu as fait t'as quasiment la même composition, Mathis, sauf que à droite. D'ailleurs, moi je me suis trompé quand j'ai marqué, mais tu n'as pas mis Maxime Bernauer dans ton 11 de départ et tu as mis Denis Sapia sur le côté droit et puis Dilan Batubinsika dans l'axe. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. J'ai remis Batubinsika dans l'axe parce que je trouve que défensivement il apporte un peu plus de garantie que Bernauer. Même si Bernauer est plus technique, je pense qu'on a plus besoin d'un Batubinsika peut-être un peu plus solide sur ses appuis pour faire face à des Mikotadze, à des Lacazette, à des Cherki, que d'un Bernauer qui s'est relancé et qui est peut-être un peu plus friable défensivement. Donc voilà, et puis en plus, je crois que Batubinsika, je pense, est un peu plus rapide que Bernauer à la course. Et devant, Lyon, ça va assez vite, donc c'est quand même important, même s'il n'était pas en confiance sur ces derniers matchs. Voilà. Je préfère quand même mettre Batubinsika. Et après, pour Apia, pas le choix. Mettre un vrai latéral de métier plutôt que de mettre Maxime Bernauer. Voilà. Ouais. Plutôt de bricoler, voilà, c'est ça. Et puis après, pour le milieu de terrain, c'est du classique. Je pense que ça se joue avec Mouton, même avec Mouton, peut-être. S'ils intervertissent, ça me choque pas. Après, voilà, moi j'ai qu'un seul espoir, c'est qu'Horneland fasse des changements plus tôt pendant ce match. Parce que sur les derniers matchs, en vrai, ne pas faire de changement, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai, je suis pas revenu dessus parce que l'avant-match aurait été vraiment très long, on est déjà à 51 minutes. Mais par exemple, la semaine dernière, je crois qu'il a fait qu'un seul changement et il y a des joueurs qui sont restés sur le banc, comme Ben Holt par exemple. C'est des joueurs qui auraient pu Wadji apporter quelque chose offensivement. Et puis déjà par le passé, on pouvait lui reprocher de faire ces changements très tard. Je suis d'accord avec toi. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu au coach stéphanois ces dernières années, d'attendre vraiment pour faire les changements, de ne pas essayer de tenter quelque chose, tenter un coaching. Oui, ça peut être perdant des fois, mais ça peut être gagnant et on retient bien quand c'est gagnant. Donc c'est un peu quelque chose que je reproche, surtout quand on est dans une situation délicate. Donc ta composition s'entend parfaitement. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur la disposition des joueurs. Ce sera un 4-3-3. Pas forcément parce qu'on le veut, attention, mais parce que Horneland fait tout le temps ça. Oui. Donc on reste sur ce dispositif-là. J'ai pas ta composition qui est liant d'afficher, mais si tu veux nous la donner, c'est avec plaisir. Je vais te la donner. Donc, dans les buts, Gauthier Larsonneur. Défenseur gauche et défenseur droit, je vais laisser Léo Petro et Denis Sapia parce que je préfère laisser des latéraux de métier, comme a dit Mathis. Dans l'axe, Mickaël Nadé aux côtés de Maxime Benaher. J'ai longtemps hésité avec Dylan, mais je pense pas qu'il va changer la défense Horneland. Parce que s'il la change, j'ai peur que ça crée un déséquilibre dans le match. Puisque Dylan ne joue plus ces derniers temps. Alors, au milieu de terrain, là, je vais du changement par rapport à vos compos. Je vais mettre Ekwa, Tardieu et Louis Mouton. Ok. Émile Mouefek sur le banc. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis devant, je change pas. Je change pas le trio. Donc 4-3-3. Alors, j'ai mis Louis Mouton qui débute le match. Pourquoi? Parce que je trouve que Émile Mouefek est meilleur que quand il rentre. Je trouve que quand il est titulaire, il fait pas spécialement un bon match, mais quand il rentre, je trouve qu'il arrive à rentrer dans le match directement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur le banc. Et lui, Mouton, j'ai préféré le mettre parce qu'il est aux côtés de Ekwa et à côté de Tardieu, des joueurs d'expérience qui vont pouvoir l'aider sur son placement au fil des matchs et la physionomie de comment va se dérouler la rencontre. Ouais, voilà. Ok, donc de toute façon, on est à peu près tous pareils. On reste plutôt sur du classique. Après, voilà, il y a des choix avec les absents. Je pense qu'il y aurait Benjamin Bouchouari, on serait moins posé de questions au milieu de terrain. Du coup, c'est soit Mouefek, soit Mouton. Donc voilà pour les choix qui peuvent être faits. Je vous affiche juste la mienne et après on va conclure. Il reste pas longtemps. Dans ma composition, j'ai mis donc Larsonneur dans les buts, Apia à droite, Bernauer, Nadé dans l'axe avec Masson. Dilan Batubinsika, si je ne l'ai pas remis, c'est parce qu'il est un peu sorti du groupe stéphanois depuis quelques temps, même s'il était lors des 2 derniers matchs. J'ai l'impression qu'il
l'agression qu'il avait subie a peut-être un lien maintenant avec le fait qu'il joue plus trop. Ça a peut-être bouleversé quelques petites choses parce qu'on le voit vraiment plus. Donc je vais pas m'inventer quelque chose, je sais pas si c'est ça ou pas, mais on le voit plus et il met plus Maxime Bernauer. Donc je le vois pas changer en tout cas pour le derby. C'est pour ça que je suis parti sur Bernauer et du coup je mets Happy à droite et après c'est comme vous, c'est du classique. Je me suis trompé, j'ai oublié de changer, j'ai laissé Masson, c'est pas Masson, donc c'est Petro à gauche. Au milieu de terrain, donc Ekwa, Tardieu, et j'ai aussi mis Louis Mouton parce que Mouefek, je trouve que c'est l'ombre de lui-même, il n'y arrive plus cette saison, c'est très très compliqué, de match en match, il me fait de la peine à chaque fois en le voyant, donc je ferais plutôt débarrer Louis Mouton qui a fait des bons matchs en début de saison, donc j'ai espoir qu'il monte qu'il fasse quelque chose de grand durant ce derby, lui aussi qui est formé au club, donc il sait ce que c'est un derby, et je ferais plutôt rentrer Mouefek en cours de match. Bon, bien sûr, ça c'est que de la fiction, ça dépendra de comment se passe la rencontre. Tardieu, je pense qu'il est devenu un peu indispensable aussi ces derniers temps au milieu de terrain parce qu'il est quand même capable d'apporter certaines choses. Et c'est pareil, Tardieu, je me pose la question, est-ce qu'il va être capable de tenir 90 minutes dans un derby, même si cet effectif lyonnais devrait se fatiguer au fur et à mesure de la rencontre. Donc à voir. Et puis devant, je reste sur du classique, Cardona, Davitashvili, Stassin. Et un joueur qu'on n'a pas mis d'ailleurs, c'est Ben Holt qui revient depuis quelques temps. Il était revenu contre le Paris Saint-Germain. Il n'a pas encore beaucoup de temps de jeu, il faut qu'il monte en puissance. Donc je pense que vous êtes à peu près d'accord que c'est un peu délicat de le faire débuter sur un derby. Et surtout que cette attaque, comme on l'a souligné, elle fonctionne bien. Cardona, Davitashvili, Stassin, même si certains peuvent être parfois un peu agaçants. Donc quelque chose qui fonctionne à peu près à Saint-Etienne, c'est rare ces derniers temps. Je pense que c'est pas le moment de déstabiliser. Donc voilà en tout cas pourquoi c'est cette composition-là que j'affiche. Et globalement, si on regarde, on a à peu près tous les mêmes. Et ben les gars, je vous remercie d'avoir été présents durant cet avant-match. Donc on est quasiment tourné pendant 1 heure. C'était très, très passionnant de pouvoir parler avec vous. On a bien développé donc, sur le derby, sur Lyon, sur Saint-Etienne. En commentaire, pareil, n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur cette rencontre. À me faire un retour sur ce style d'avant-match si vous appréciez. C'est très long à préparer, c'est pas facile et il faut qu'on soit là tous en même temps. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir débattre tous ensemble. Et puis nous, on se retrouve encore demain. Vous verrez, il y a une autre vidéo de prête et également dimanche. Et puis après, ce sera le débrief du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Ce sera lundi parce que je serai au stade. Merci à vous les gars. Passez donc une bonne journée. Et Merci puis, allez les Verts. Allez, les Verts, bien sûr. Allez, J'ai une merci à tous. petite indication. J'ai regardé tout à l'heure, du coup. Lyon, c'est 8 clean sheets en Ligue 1 cette 8 saison. clean sheets. Donc, Ok. quand même, C'est vrai, c'est quand même pas mal finalement. C'est mieux que nous. voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je sais pas On combien a on fait est. quoi, un Oh, là, en plus, on a fait Lille, on a fait Strasbourg, on a fait Montpellier. Ah ouais, On est au moins à 3. Ouais, Oh, trois. 2 fois Montpellier. 4. 4. Ah oui, putain. Oh, ça va, ça va. Ça va. C'est pas si horrible. C'est pas si... finalement. Et 8 clean sheets, c'est pas... 8 clean sheets, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus, 8 clean sheets. Bon, on va... Sur 30 matchs. Sur 30... Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Mais après, faut regarder contre qui ils l'ont fait aussi. Mais bon, je pense Des petites que... équipes. Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas une grande équipe, malheureusement, en ce moment. Donc, faut qu'on se fasse petit. Et bah, écoutez, on va terminer sur cette note un peu positive et négative, parce que malgré tout, on a trouvé des clean sheets pour nous. Passez une bonne journée, les gars, et puis allez les Verts. Allez, les Verts. Allez, les Verts, c'est bon. Salut. Merci.